Ça, c'est l'apartheid sud-africain en 1979. La politique d'apartheid avait été lancée en Afrique du Sud par le Parti du Congrès en 1948. C'était quoi le grand apartheid? C'était que la pensée officielle du gouvernement de Pretoria, de Johannesburg et du Cap, c'était qu'en fait, c'est ce que j'appelle une pensée racialiste. C'était pas forcément raciste, enfin c'était raciste, mais c'était présenté comme pas exactement raciste, c'est-à-dire qu'il disait qu'en fait, il y avait des races différentes qui devaient avoir des développements séparés. Toute l'hypocrisie était de faire semblant qu'il ne postulait pas une hiérarchie entre ces races. Et donc, l'Afrique du Sud avait été découpée en morceaux, avec des zones réservées aux Blancs, et puis il y avait d'autres zones qui étaient réservées aux Colored, c'est-à-dire aux Métis. Il y avait des zones qui étaient réservées aux Blacks, c'est-à-dire aux Noirs. Il y avait des zones qui étaient conçues comme étant des États à vocation d'être indépendants, qu'on appelait les Bantoustans. Et puis il y avait aussi des États, des zones qui étaient réservées aux Indians, puisque vous savez que sur la côte est de l'Afrique du Sud, il y a des fortes communautés indiennes. D'ailleurs, Gandhi était né en Afrique du Sud à la fin du 19e siècle, justement d'une famille de marchands indiens. Vous voyez d'ailleurs bien qu'on mélangeait au passage des caractères ethniques et des caractères de type nationaux, puisqu'un indien, ça n'est pas vraiment un caractère ethnique. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que cette politique dite d'apartheid n'était pas une innocente description de l'Afrique du Sud comme le prétendaient les dirigeants sud-africains. C'était une politique active, fondée sur la séparation des races et des peuples pour permettre aux Blancs de dominer le pays. Si vous avez compris ce que c'était que l'apartheid, vous avez compris ce que c'est que maintenant la construction européenne et la théorie du monde multipolaire chère aux Américains. Puisque c'est en fait le même état d'esprit anglo-saxon qui se cache derrière. C'est-à-dire qu'il y a un monde, il va y avoir Western Christendom, le monde judéo-chrétien, Amérique du Nord et Europe et Union européenne. C'est ça qui se cache derrière le prochain grand marché transatlantique. Et puis, il y a l'Amérique latine. Pourquoi pas judéo-chrétien? Tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas piffer les Yankees. Donc on les met de côté. Vous voyez bien au passage que c'est une théorie qui n'a aucune scientificité. Et puis, il y a les méchants. Les méchants, c'est les Verts. Les méchants, c'est les musulmans. Ça commence à peu près au Sénégal. Il y a le Mali, il y a la Mauritanie, ça passe par les pays du Maghreb, les pays du Machrek, les pays du Sahel, la péninsule arabique, les Badawiya d'Arabie. Ça concerne, on ne sait pas trop bien où mettre les Turcs, parce que d'un autre côté, les Turcs font partie de l'OTAN, donc c'est des bons musulmans, les Turcs. Bon. Mais il y a les méchants, donc c'est la Syrie, c'est l'Iran, c'est très très méchant. Et puis on a des Ariens, qui ne sont pas des Arabes, les Iraniens, les Pakistanais, et puis après on traverse le continent indien, on a les Bengalis ne sont ni pas des Ariens, ce sont des musulmans, et puis après on continue vers l'Asie du Sud-Est, on a les Malaisiens, et puis ça va même jusqu'à l'Irian Jaya, c'est-à-dire les Papous de l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont la partie occidentale appartient à l'Indonésie. Donc les Américains, c'est la théorie du choc multipolaire de Samuel Huntington dont je parle. C'est pas une vaticination de ma part. Ça veut dire qu'on a un découpage totalement artificiel de la planète où on met dans le même sac, si j'ose dire, d'abord les peuples uniquement en fonction du critère religieux, comme si c'était le seul critère qui distinguait les populations, alors qu'il y a 1000 critères différents. Il y a l'histoire, la langue, le schéma anthropologique, le rôle de la femme, par exemple. L'islam, on sait très bien que l'islam du Moyen-Orient n'a rien à voir avec l'islam du sous-continent indien, puisqu'il y a le phénomène de la Shakti, vous connaissez peut-être, pour ceux qui connaissent le monde indien. On ne fait pas la différence entre le sunnite, les chiites, les haïdites. Toujours selon ce découpage, il y avait le monde bleu ciel ici, c'est le monde orthodoxe, ils sont assez méchants, un peu moins que les Verts, mais quand même. Il y a le monde chinois, très dangereux. Il y a le monde japonais, bon sympa, parce qu'on a des bases militaires chez eux, donc puis on leur a cassé la figure à 2 reprises en 1945. Il y a le monde indien, en orange, comme si l'Inde n'était pas un pays musulman, alors que l'Inde est le 2e pays musulman de la planète après l'Indonésie. Et puis enfin, alors là, terra incognita, c'est l'Afrique. Alors là,
Ceux-là, on ne sait pas très bien quoi en faire, donc on les met tous ensemble. On met des musulmans anglophones comme au Nigeria, des chrétiens francophones comme en Côte d'Ivoire, on met des gens d'origine malaisienne comme les Malgaches, d'origine bantoue comme en Afrique du Sud, on mélange des pays parmi les plus pauvres du monde, comme par exemple, eh bien, je ne sais pas moi, l'Éthiopie ou le Rwanda, avec des pays qui sont quand même très développés ou assez développés, comme par exemple l'Afrique du Sud. Tout ceci va dans le même sac. Donc tout ceci n'a aucune valeur scientifique. C'est exactement comme l'apartheid, sauf que c'est exactement décrit comme ça dans Le choc des civilisations de Samuel Huntington. Le livre s'écrit en original The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. Comme l'apartheid sud-africain, ce n'est pas une innocente description du monde. Cela se veut une politique active pour refonder l'ordre mondial. Vous avez compris ce qu'était l'apartheid sud-africain? Vous comprenez maintenant ce que c'est le choc des civilisations. Alors je voudrais attirer votre attention sur l'extrême méfiance que vous devez avoir lorsqu'on vous parle de civilisation. Elle a été frappée en 1854 à l'occasion d'une alliance. L'alliance, je vais le montrer un petit peu plus clairement, c'est en 1854, sous le règne de Napoléon III et celui de la reine Victoria d'Angleterre, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix du monde. Voilà ce qui est écrit au revers de cette médaille. Les puissances européennes en 1854 prétendaient faire la guerre pour assurer la paix du monde parce que c'est d'une guerre qu'il s'agit. À la limite, on pourrait écrire presque la même chose, hein. En 2012, sous le règne de Sarkozy Ier et celui de la reine Élisabeth II, la France et la Grande-Bretagne s'unirent pour assurer la paix en Libye. C'est exactement la même chose. Mais le plus drôle, c'est l'avers de la médaille. Vous voyez donc trois personnalités. Au centre, vous avez Napoléon III, avec marqué catholicisme. À côté, à gauche, à sa droite, à la droite de l'empereur des Français, il la tient par la main, vous avez la reine Victoria, il y a marqué protestantisme. Et à droite, il est à gauche de Napoléon III, il le tient par la main, c'est le sultan Abdulmecid Ier, il y a marqué islamisme. Et il y a marqué en dessous, à l'exergue, comme on dit, civilisation. Et au-dessus, il y a marqué Dieu les protège. C'est quand même merveilleux. En 1854, catholicisme, protestantisme et islamisme firent ainsi la guerre pour défendre la civilisation. Contre qui? Contre les Russes, contre l'orthodoxie. La lutte contre les civilisations, c'était les orthodoxes les méchants. Qu'est-ce qui se passait? En réalité, le prétexte religieux était évidemment fallacieux. La véritable raison du conflit était que la Turquie était très faible, que les Français, les Anglais craignaient de voir la Russie du temps de tsar Nicolas Ier, qui avait libéré la Moldavie, la Valaquie, c'est-à-dire ce qu'allait devenir la Roumanie actuelle, qui a foncé vers la zone nord des Balkans, c'est-à-dire la partie nord de l'actuelle Bulgarie, qui avait comme objectif de libérer les détroits, de conquérir Constantinople, de rendre Sainte-Sophie à la religion orthodoxe. Sauf que les Anglais ne le voyaient pas du tout de cette manière, puisqu'eux avaient pris pied à Chypre, et donc entendaient avoir la maîtrise du commerce en Méditerranée orientale. Quant aux Français, d'abord, Napoléon III vouait une admiration sans borne à la reine Victoria, un peu comme Sarkozy vouait une admiration sans borne à George Bush. Donc Napoléon III, saisi d'anglomanie, s'était allié avec l'Angleterre, avec la vocation de protéger les chrétiens du Liban et du Levant, faisait la guerre prétendument pour assurer la paix du monde contre l'empire des tsars qui menaçait de prendre les détroits. Le Second Empire s'effondre.
à partir de 1871, impose aux Français la création du Deuxième Reich, qui est proclamé dans la Galerie des Glaces à Versailles, et d'un seul coup, la France cherche un allié de revers. Or, l'Empire ottoman est en train de se désagréger, et donc quel est l'allié de revers de la Troisième République? Il n'y en a qu'un, c'est la Russie. Donc d'un seul coup, celui qu'il s'agissait de combattre en 1854 devient d'un seul coup l'allié privilégié. Cette assiette célèbre l'alliance en représentant deux soldats, l'un français, l'autre russe, qui se serrent la main avec l'aide d'un ange. En 42 ans, la civilisation a complètement changé de camp. Désormais, la Russie est dans le camp de la civilisation. Arrive 1914-18, et puis, à la fin de 1918, on distribue des médailles. La grande médaille interalliée, République française, la grande guerre pour la civilisation 1914-18, c'est-à-dire que l'ennemi de la civilisation, c'est l'Allemagne. Alors je crois que c'est quand même très important de regarder ça, ça vous fait un peu sourire, c'est un survol historique un peu plaisant, mais qui, je crois, est très profond. Ce que ça veut dire, c'est que les Français doivent refuser mordicus tout concept de guerre des civilisations qui a hélas prouvé sa fausseté et sa dangerosité tout au long de notre histoire. La guerre des civilisations, c'est la rhétorique classique de mise en condition de l'opinion pour donner un caractère légitime à des guerres d'agression dont les vraies raisons sont géopolitiques, économiques et commerciales. C'est aujourd'hui le cas. Quand on dit de défendre la civilisation, quand on menace le terrorisme islamiste, qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe concrètement des guerres néocoloniales illégales qui vont faire 1 million de morts en Irak, etc., d'appropriation des matières premières en Irak, en Libye, et c'est de ça qu'il s'agit. De nos jours, c'est le complément idéologique de la construction européenne qui vise à faire coïncider le périmètre de l'OTAN et des États-Unis plus de l'Union européenne, périmètre rebaptisé Communauté internationale dans tous les médias de ce bloc.